Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1. On va faire le débrief de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Bilan des Bleus, top flop comme d'habitude. Vous en avez l'habitude, c'est le cas de le dire. On va revenir également sur le retour de Daniel Ricciardo en Formule 1 et le départ donc de Nyck de Vries. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ce week-end de course. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment cyclisme, Formule 1, MotoGP, enfin plein de contenus de prévus sur la chaîne. Et puis vous pouvez également, si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Google, Spotify. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également vous abonner à TikTok, le débrief rapide là sur le cyclisme. Il y a des vidéos, alors c'est vrai que c'est plus cyclisme on va dire sur TikTok, mais quand il y a les qualifs de la Formule 1 que j'ai le temps de voir en direct, et je vous fais un petit débrief de ces qualifs de Formule 1, de ces qualifs de moto juste après qu'elles aient eu lieu. Verstappen un peu moins dominateur sur ce week-end, mais quand même pas forcément énormément inquiété, mais c'était un peu plus serré, notamment en qualif. Des McLaren qui ont été fantastiques, qui sont revenus dans le match. On en avait un peu parlé, mais j'avais oublié de les mettre en plus, en top lors du dernier Grand Prix. Mais c'est vrai que elles sont un petit peu de retour, hein, ces McLaren. C'est un peu comme 2022 quand même, hein. C'est-à-dire que McLaren avait très mal débuté et ensuite ils avaient vraiment réussi à faire progresser leur voiture. Ça a été pareil cette année mais en pire, je dirais, pour McLaren. C'est-à-dire que ça leur a mis un peu plus de temps. Mais c'est quand même une équipe qui sait travailler, McLaren, qui a plutôt une bonne organisation. Certaines formations devraient regarder même l'organisation de McLaren. Et puis le moteur Mercedes a fait des progrès aussi. Parce qu'on s'aperçoit que Mercedes aussi a progressé dans la hiérarchie, en fait à part Aston Martin, mais ce qui était un petit peu prévisible du côté d'Aston Martin, parce que c'est une équipe qui certains ingénieurs n'étaient pas là, n'ont pas conçu la voiture, donc il faut qu'ils comprennent comment la voiture marche, et parfois quand on met en place des évolutions, ça peut ne pas marcher. Et voilà, du côté d'Aston Martin, c'est compliqué de mettre en place ces évolutions. Et je pense que certaines des évolutions ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le souhaitent. Et puis Alpine en difficulté. En difficulté pour plusieurs raisons. Déjà encore des soucis de fiabilité, parce que je suis désolé, mais le contact roue contre roue, c'est l'Alpine qui perd. Donc ça montre qu'en termes de solidité de pièces, c'est pas exceptionnel. Bon, Ocon qui roule avec des pièces mais vraiment usées, on peut quand même se poser des questions sur l'organisation de cette formation. Et puis on voit très clairement qu'ils n'ont pas de solution parce qu'ils n'avaient pas de vitesse de pointe sur ce Grand Prix. Et avec McLaren qui a fait vraiment un plein de points, la 5e place, maintenant ça va être un vrai match. Il va pas falloir se planter. Et on s'aperçoit aussi que la McLaren, c'était déjà le cas l'année dernière, mais c'est une voiture qui est pointue, c'est-à-dire qu'elle marche sur certaines pistes, elle ne marche pas sur certains circuits. C'est le cas depuis l'année dernière. Ce n'est plus une voiture polyvalente comme ça a pu l'être à une époque. Donc Aston semble rentrer dans le rang. AlphaTauri, c'est toujours aussi compliqué comme Alfa Romeo. As, c'est pas beaucoup mieux non plus du côté des marques à moteur Ferrari. Et puis Ferrari était un peu nulle part, mais on va revenir sur tout ça. On revient sur l'info d'hier, le retour de Daniel Ricciardo, la fin de contrat de Nyck de Vries. Nyck de Vries, ça fait partie de ses pilotes. Bon, c'est la méthode Red Bull. Ça a toujours été la méthode de Brandon Hartley aurait pu se retrouver dans la même situation, mais c'est parce qu'ils avaient personne à ce moment-là à se mettre sous la dent. Mais on s'aperçoit quand même que quand c'est pas des purs produits de leur filière, ils ont tendance à leur saccager des fois. Alors, à part Albon, mais Bourdet, c'était pas de la filière, ça a fait pareil. Hartley, ça a duré qu'une saison, mais il n'avait pas eu les mêmes moyens que
que Pierre Gasly. Et puis là, De Vries, putain, 6 mois, même pas 6 mois. C'est un mec quand même qui n'a pas d'expérience en Formule 1. Certes, l'entourage a un peu mal géré autour de De Vries parce que l'entourage lui disait que c'était le leader de l'équipe, alors que le leader de l'équipe c'était Tsunoda. Putain, 6 mois pour faire ses preuves, en sachant qu'il a été mis sous pression au bout de 2 Grands Prix. C'est-à-dire qu'au bout de 2 courses, bam, il était déjà sous pression. On parlait déjà d'un départ de Nyck De Vries. Et il y a certaines erreurs qu'il a commises, c'est parce qu'il était sous pression. Je pense en Azerbaïdjan, mais peut-être au Canada aussi. Des fois, il a un peu forcé en qualif, parce qu'il était totalement sous pression, quasiment dès le départ de la saison. On lui a pas laissé le temps de s'installer. Après, c'est pas la première fois, mais tu te dis quand même que du côté de De Vries, il y avait 2 solutions. C'était soit d'aller chez AlphaTauri. Il y avait également la solution Williams à un moment. On parlait de lui à la place de Logan Sargent. On avait parlé de lui également dans d'autres équipes. On parlait de lui chez Haas. Il savait aussi dans quoi il mettait les pieds, mais alors ça a été rapide. Je crois qu'il y a des gens chez Red Bull qui ne voulaient pas de lui, mais dès le départ. Et quand on voit la manière d'Helmut Marko, on va dire, de traiter du cas De Vries, bon, voilà, on sentait que lui, il était plus pour que d'autres pilotes soient à la place de Vries. Par contre, surpris que ça soit Ricciardo à la place, parce que AlphaTauri, normalement, c'est l'équipe des jeunes pilotes de Red Bull, des futures pépites de Red Bull. Ça a toujours été ça. Pierre Gasly, Tsunoda, quand ils sont arrivés, c'était les futures pépites de Red Bull. On s'aperçoit quand même que maintenant, Pierre Gasly est resté longtemps sans avoir de débouché, à part 6 mois chez Red Bull, et ça s'est pas très bien passé. Tsunoda, les débouchés chez Red Bull semblent très compliqués, parce que voilà, je pense que il n'y a pas de débouché. Ricciardo, il faudra quand même casser le contrat de Perez, ça va pas être si facile que ça. Et AlphaTauri, maintenant, c'est plus une équipe de jeunes pilotes, c'est une équipe presque à part entière, une équipe B de chez Red Bull, mais plus une équipe de jeunes pilotes. Je trouve que dans ce cas-là, ça devient un petit peu sans intérêt pour Red Bull. Surtout qu'ils ont énormément de jeunes pilotes aujourd'hui qui attendent. Je pense c'est quand même terrible de faire monter Ricciardo pour un mec comme Liam Lawson. Liam Lawson, c'est un super talent. C'est vraiment un pilote qui a un bon talent, Liam Lawson. C'est quand même un mec qui était capable de gagner des courses de F3 avec 12-13 secondes d'avance sur le Dauphin. Donc c'est pas n'importe qui, Liam Lawson. Il n'a pas été champion de F3, mais je rappelle que la saison où il est en F3, je crois qu'il a 5 casse moteurs dans l'année, ce qui est énorme, surtout que c'était l'année 2020. Mais c'est du niveau de Pourchaire. Voilà, c'est un très bon pilote. Aujourd'hui, il est bloqué au Japon. Quand tu vois qu'on fait confiance à Ricciardo, alors à part si c'est pour dégager Tsunoda, à part si c'est pour dégager Perez, je pense qu'une place en F1, ça va pas arriver pour tout de suite pour Liam Lawson. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est un peu énervé, Helmut Marko, parce qu'on sait que c'est lui qui gère la filière des jeunes pilotes. Peut-être qu'il en a marre aussi que ces jeunes pilotes ne puissent pas trouver de débouchés actuellement en Formule 1, et que la filière Red Bull, ça commence quand même à devenir un peu comme la filière Alpine, quoi. C'est-à-dire qu'on vous forme, mais on ne vous propose pas de contrat à la sortie. C'est pareil que chez Alpine. Mais sauf que chez Alpine, ça a toujours été une habitude, parce que tous les pilotes qui sont passés par la filière Alpine, il y en a très peu qui ont eu des contrats à la sortie. Autant chez Red Bull, les mecs avaient des contrats en Formule 1, les top pilotes avaient des contrats en Formule 1. Donc c'est un peu dommageable et décevant. Nyck De Vries, il va retourner en Formule I. Est-ce qu'on leur proposera quelque chose en Formule 1 ? Faut voir avec Williams, avec Logan Sargent, mais si Sargent commence à trouver de la performance, je crois pas vraiment. Peut-être Haas, mais bon, normalement ils doivent rester avec leurs 2 pilotes. Haas, Stroll est pas sur le départ, donc je pense que ça va être compliqué pour De Vries. Mais bon, moi je vous en avais parlé au Canada. Moi j'avais dit au Canada c'est fini pour lui. Comme quoi j'avais pas vraiment tort. Après, du côté de Ricciardo, je suis quand même surpris de ce choix d'aller chez AlphaTauri, parce que c'est déjà une régression
pour moi. C'est-à-dire qu'il a commencé là, il va finir sa carrière presque là. On sait très bien que les vieux pilotes ne restent pas très longtemps chez AlphaTauri et que surtout, soit ils sont hyper performants, soit il sera dégagé dans 1 an et demi, voire moins. Donc Ricciardo, il faut forcément qu'il performe face à Tsunoda, sauf que Tsunoda fait une bonne saison et que Ricciardo, c'est pas le mec qui arrive à s'adapter facilement à des voitures. Alors, on l'a quand même compris au fur et à mesure du temps. Et puis c'est quoi l'objectif à terme pour Ricciardo? C'est d'être performant et de rejoindre Red Bull. Sauf que chez Red Bull, il sera toujours le numéro 2 derrière Verstappen. Donc moi je trouve que c'est une régression totale du côté de Ricciardo. Et puis imaginons qu'il soit largué par rapport par rapport à Tsunoda. Déjà tout le monde va se foutre de sa gueule. Il n'aura plus une place en Formule 1 ensuite derrière. Et puis les fans néerlandais qui sont assez vifs, il va souffrir aussi par rapport aux fans néerlandais. Donc ouais. Ricciardo, je crois qu'il s'est quand même embarqué dans un truc qui n'est pas forcément top pour lui. Donc, assez surpris pour Ricciardo, surtout que il va falloir être bon tout de suite et qu'arriver en cours de saison, c'est toujours particulier. Surtout que là, il arrive juste avant la... Enfin voilà, il va avoir 2 courses et ensuite c'est la pause estivale. Donc, ça va être assez atypique quand même, sur le retour de Ricciardo. Note du Grand Prix, 15 sur 20. Par rapport à ce qu'on a eu cette année, c'était presque du grand spectacle. Non, c'était vraiment pas mal. Le début de course avec les McLaren qui menacent Verstappen. Alors pas très longtemps, mais ça a quand même duré 4-5 tours. Les dépassements de Gasly, la bagarre entre Ferrari et les voitures du milieu de plateau. Non, il y a eu des choses qui étaient très très bien. Après, on a encore vu trop peu de dépassements. Trop peu de vrais dépassements. Donc ça c'est un peu ce qui m'attriste, mais c'est vrai que cette année en Formule 1 pour avoir des dépassements c'est compliqué, mais c'est un peu pareil en MotoGP. C'est un petit peu le même combat. Il va falloir réagir très vite au niveau des règlements. Alors ça va pas être pour le règlement 2024, mais sur le règlement 2025 il va falloir vraiment se pencher sur l'air sale, parce que là on n'a pas de dépassement même en milieu de plateau, et le DRS, faut arrêter. C'est pas des dépassements, les dépassements DRS. Voilà. Et ça nuit au spectacle parce que McLaren, Verstappen aurait eu beaucoup plus de mal à dépasser les McLaren s'il n'avait pas eu le DRS. Il aurait fallu qu'il aille un peu plus au charbon. Bon, là, c'est dommage. Mais un peu plus de spectacle que d'habitude, donc c'est pour ça que je mets 15 sur 20, parce que c'est quand même pas une année fantastique. Donc là, voilà, ce Grand Prix m'a tenu en haleine pendant 52 tours. Tous les Grands Prix n'ont pas réussi à faire cela. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, c'est un week-end catastrophe pour Alpine. Voilà, c'est 0 pointé et on sent que c'est le bazar chez Alpine. Quand on voit quand même la situation chez Alpine avec l'arrivée de Bruno Famin, David Ebrivio, on ne sait plus où il est passé, passant. David Ebrivio, il fait quoi encore dans l'équipe? Parce qu'on ne le voit plus du tout. Soit il a un rôle de l'ombre, alors vraiment de l'ombre. Bruno Famin, ça va être compliqué quand même à gérer chez Alpine, parce qu'il y en a plusieurs qui veulent être qualif à la place du qualif. Il va y avoir une vraie lutte interne pour récupérer le poste de l'autre. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir 3 directeurs dans une équipe. À chaque fois que je dis ça, ça me rappelle l'époque Toyota. Toyota, quand ils sont arrivés en Formule 1, c'était un peu la méthode japonaise. Ils sont arrivés avec 150 vice-présidents. Tu avais genre un vice-président des pneus, un vice-directeur des ailerons avant. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Et ça a été un échec complet Toyota. Ils ont mis beaucoup de temps avant d'être performants parce l'organisation était catastrophique pour une équipe de Formule 1. Alpine, c'est déjà pas super bien organisé, mais alors là, on rajoute encore des étages à la hiérarchie. C'est pas l'idéal. Ocon, c'est quand même la seule équipe qui fait rouler un mec avec des pièces aussi usées. Ocon, il pouvait pas finir le Grand Prix. C'est-à-dire, quand vous voyez l'usure de ses pièces moteurs, il ne peut pas finir le Grand Prix. Donc c'est assez extraordinaire. C'est la seule équipe à faire ça quasiment, à vraiment utiliser les pièces jusqu'à la fin de vie, mais vraiment à la fin de vie,
avant de mettre une évolution moteur. Alors qu'on sait que de toute manière chez Alpine, il y aura des pénalités. Ça montre aussi que cette équipe n'est toujours pas fiable. Gasly, en course, il devait quand même se battre pour tenter les dépassements parce qu'il n'avait pas de vitesse en ligne droite. Il avait du rythme en qualif, plus que Ocon. Je pense qu'il a trouvé le mode d'emploi de l'Alpine. C'est juste que la voiture n'est pas très performante. Et en plus, ils avaient un aileron avant, mais seulement l'aileron avant qui était neuf, donc qui correspondait à un package qui n'a pas encore été modifié et qui doit convenir mieux à cet aileron avant. Donc ça faisait une machine hybride. Forcément, tu peux être que difficilement performant dans ce genre de situation. Et puis c'est le bordel. On sent qu'au niveau organisation, c'est le boxon chez Alpine. Donc ça fait un 0 pointé, ça fait McLaren qui remonte. On n'est toujours pas en mesure d'aller chercher Aston Martin. Bon, Ferrari, on était en mesure d'aller chercher Ferrari, mais alors Ferrari ce week-end c'était catastrophique. Mais oui, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal pour Alpine. Et puis eux, ils ont parié quand même qu'ils allaient finir 4 ou 5 du championnat, pas 6e. C'est-à-dire que s'ils finissent 6e du championnat du monde constructeur, en termes de budget, c'était pas prévu. Et donc, ça va les mettre en difficulté au niveau financier. Et surtout, ça fait comme depuis, je dirais, 2019 qu'on voit pas vraiment d'évolution au niveau performance. C'est-à-dire qu'avec Habit Bull, il y avait eu quand même une évolution au fur et à mesure du temps. Depuis 2019, on a l'impression que 2020, il y avait des podiums quand même, mais c'était encore irrégulier. 21, 22, 23, ils sont à peu près à la même place dans la hiérarchie. Ils ont du mal vraiment à progresser. Ils ont du mal à être plus réguliers. Alors oui, il y a eu le podium à Monaco. Mais bon, le podium à Monaco, il a l'air quand même de cacher la forêt au niveau performance de la voiture. Donc il faut vraiment trouver du rythme. Et du rythme au niveau moteur. C'est pas que Enstone, le responsable des soucis. Viry-Châtillon, au niveau moteur, là, il manquait de la puissance énormément. Donc, il faut trouver des solutions. Et il faut trouver de la fiabilité et des pièces plus résistantes. Parce que le contact Gasly, il perd quand même complètement la suspension arrière sur un contact roue contre roue. C'est quand même assez rare. Il y a AlphaTauri souvent où les voitures sont un peu fragiles du train arrière. Bon, c'est pas vraiment le bon truc à suivre. Donc, c'est assez surprenant que la voiture ait cassé aussi vite, ou soit c'est un défaut de pièce, ce qui montrera encore qu'en termes d'organisation, c'est pas tip top du côté de chez Alpine. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté des coureurs au top. Bon, encore une fois, Verstappen qui gagne le Grand Prix, qui domine dans tous les sens. Là, il aurait pu être mis en difficulté, il aurait pu paniquer, parce que c'est la première fois où il était menacé sur une phase de départ, presque depuis le début de saison, où il y avait une équipe qui semblait pas si loin que ça, mais il a toujours une marge de sécurité en fait. Et on n'a toujours pas réussi à atteindre cette marge de sécurité qu'a Red Bull, qu'a Verstappen, ce qui fait qu'il peut légèrement augmenter le rythme, ce que ses adversaires ne peuvent pas, parce qu'ils sont déjà à fond. Lui, il est encore à 90% de ses capacités et de celle de sa voiture, et c'est là où ça fait la différence. Et puis, il maîtrise. En ce moment, on voit qu'il est en confiance. Sa manière de gérer les restarts après safety car, c'est un mec qui est en confiance, qui maîtrise complètement. Tu as l'impression qu'il pourrait faire n'importe quoi. Il n'est jamais mis en difficulté. Pourtant, un week-end avec pas mal de pluie, avec des conditions qui étaient parfois atypiques, séchantes, il n'est pas mis en difficulté. Donc, non, il est au-dessus. Vraiment, il fait du bon boulot. Il n'y a pas d'autre chose à dire, il fait du très grand boulot. Quand tu vois avec le même matériel ce que fait Pérez, c'est du grand boulot de la part de Verstappen, encore une victoire. Là maintenant, ça va être compliqué d'aller le chercher. La question est de savoir sur quelle course il sera champion du monde maintenant. Parce qu'on sait qu'il sera champion du monde, parce que je vois personne vraiment pouvoir l'en empêcher. Donc, même s'il se cassait une jambe et qu'il était out pour toute la fin de saison, je pense qu'il serait capable d'être champion du monde, parce que derrière, on se partagerait les points. Donc, c'est pas anodin quand même d'avoir une telle marge sur ses adversaires. Je continue avec McLaren. Là, j'ai pas oublié de le mettre. McLaren, ils sont de retour depuis l'Autriche. On avait vu que ça marchait bien pour la McLaren.
Encore une fois, c'était déjà un peu le cas l'année dernière, où vous avez eu un retour en forme aussi pendant l'été. Donc on voit que c'est vraiment que la McLaren est à l'aise sur certains circuits et en difficulté sur d'autres pistes. Je pense qu'ils vont être performants à Spa, notamment du côté de McLaren. La voiture marche bien. On voit quand même que les évolutions fonctionnent parce qu'entre Norris et Piastri, il y avait quand même un écart de performance. Donc ça montre bien que les pièces nouvelles qui ont été rajoutées à la voiture de Lando Norris fonctionnent. Mais Piastri fait une super course. Il n'en a pas trop fait parce que c'est parfois le risque avec les jeunes pilotes qui se retrouvent pour la première fois dans la situation de marquer des gros points en Formule 1. Parfois, ils en font un peu beaucoup, ils s'excitent un peu trop, et puis derrière, bam, ils font un tout droit, ils font une sortie de piste, et ils perdent tout le résultat qu'ils pouvaient, tout le bon résultat qu'ils pouvaient obtenir. Ce que n'a pas fait Piastri, après, c'est un pilote qui a une grande maturité, managé quand même par Mark Webber derrière, et puis il doit se dire, j'ai bien fait d'aller chez McLaren, peut-être pour cet été plutôt que chez Alpine qui me voulait qui me voulait, il y avait eu un gros imbroglio au niveau contrat avec Alpine, et du côté d'Oscar Piastri on voit que c'est un très bon pilote, et c'est pas vraiment une surprise. On est sur un pilote qui est vraiment un pilote de qualité et qui fait du très bon boulot. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner sur les prochaines courses pour McLaren. Je pense qu'à Spa, ça va bien se passer. Peut-être qu'en Hongrie, ça va être plus compliqué pour eux. Spa qui aura lieu avant la pause estivale. Hein. Une particularité cette année du calendrier. Avant Spa, c'était la première course en août. Maintenant, ça sera la course un peu avant. Puis à Spa, il faudra voir aussi l'ambiance. Hein. Parce qu'après la mort du pilote néerlandais en Formule Renault, en Formule Alpine, l'ambiance va peut-être être particulière et on ne sait pas s'il n'y aura peut-être pas des modifs du côté du radillon, ou si les pilotes ne vont pas demander certaines choses du côté du radillon pour être sûr de leur sécurité. Et je pense qu'on parlera énormément sécurité du côté de Spa. On poursuit avec Hamilton, toujours là, le renard est toujours là, l'un champion du monde ne meurt jamais. Je le dis toujours, mais voilà, Hamilton, c'est une trempe de champion. Le mec n'est pas devenu cette fois champion du monde par hasard. C'est pas seulement parce qu'il avait la meilleure voiture, c'est aussi parce qu'il a du talent en pilotage. Parce que sinon, Nico Rosberg, il aurait 3 titres de champion du monde. Du côté d'Hamilton, c'est vraiment... tu vois qu'il y a... il arrive à se transcender sur certains événements, c'est dingue. Parce que là, en qualif, c'était pas top. Hein. Russell est devant, en qualif, il n'est pas vraiment performant. Et puis en course, il fait un bon départ. Et puis derrière, bonne mise en route, bon rythme de course. Et pourtant, l'arrêt au stand n'est pas exceptionnel. Mais on fait encore du très bon travail. Hamilton a fait encore une super course. Il faut saluer ce qu'est capable de faire le pilote anglais, encore aujourd'hui, de se motiver. Et puis Silverstone, c'est son entrain. C'est vraiment son temple, c'est le circuit qu'il affectionne le plus. Il s'est battu pour cette médaille de bronze. Pour cette 3e place sur le podium, il a tout fait pour l'obtenir. Et puis, il a mis quand même un petit coup au moral, je pense, à Russell ce week-end, parce que Russell, il était encore en train de se battre avec la voiture, alors que Hamilton semblait avoir un pilotage un peu plus fluide. Dans la voiture, Russell, c'était encore un peu la bagarre au niveau du volant. Donc, même s'il a fini devant en qualif, Russell, il avait quand même du mal en course par rapport à Hamilton, donc c'est pas mal, vraiment. Ça, pour Hamilton, mettre un petit coup au moral à son coéquipier. Vous savez, votre coéquipier, c'est votre premier adversaire en Formule 1. C'est plutôt pas mal. Et puis je termine avec Williams. Moi, je suis émerveillé à chaque fois ce qu'ils arrivent à faire avec un matériel qui est pourtant pas fantastique. Mais pourquoi ? Parce que chez Williams, l'organisation est de plus en plus bonne. Ils ont vraiment de plus en plus une organisation. Le gros problème avant, c'était que la fille de Frank Williams avait du mal à organiser. On sent que il l'avait mis à la tête de l'équipe de Formule 1, mais la Formule 1, elle aimait ça, mais il faut aussi savoir faire et il faut avoir du talent. Et que tout le monde ne peut pas avoir le talent de diriger une équipe de Formule 1. Chez Williams, aujourd'hui, il y a une vraie organisation. Ils se sont dit, on n'a pas d'appui. Alors à Silverstone, on ne va pas essayer de braquer les ailerons, on n'arrivera pas à générer de l'appui, on n'aura que de la traîne aéro. Alors,
on va se décider de mettre les ailerons au plus bas et ensuite on va être très dur à dépasser. Par contre, il faut qu'on ait une très bonne stratégie et ils ont eu une bonne stratégie pendant le Grand Prix. Ils ne se sont pas fait avoir par, les voitures de sécurité, ils ne se sont pas fait avoir par les autres adversaires. Ils ont fait leur course. Derrière, ça fait un résultat, ça fait un très bon résultat. Donc c'est bien pour Williams. Albon, encore très bon. On sait qu'il est sur les tablettes de certaines équipes, Albon. De grosses équipes. On sait qu'il y a des équipes qui réfléchissent à Albon parce que vu le travail qu'il fait chez Williams, il fait quand même du super boulot. Il fait partie des éléments qui ont permis de redresser l'équipe et on voit ce que ça donne avec Russell d'avoir fait du bon boulot avec Williams. C'est peut-être même meilleur que ce que faisait Russell à l'époque chez Williams. Donc dans Albon, c'est vraiment du bon boulot parce qu'ils arrivent à être peut-être plus réguliers dans les points. Et puis Sargent, là il fait 11, alors il y a encore un déficit de performance par rapport à Albon, mais là il était un peu plus dans le coup, la qualif était pas mal, la course était vraiment bien, était encore mieux que la qualif, donc si sa course poursuit là-dedans, dans cette voie-là, ça peut être bien pour Logan Sargent, il peut sécuriser sa place pour l'année prochaine. Même si on avait dit chez Williams en début de saison qu'on lui laissait le temps, bon, étant donné qu'il y a du monde sur le marché, des fois on vous laisse le temps et puis on vous vire Manu Militari, donc là ça n'a pas l'air d'être le cas chez Williams. Bon, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec la Scuderia Ferrari. Week-end catastrophique pour la Scuderia. Week-end où on n'est pas dans le coup du tout, il faut bien le dire. Week-end où chez Ferrari, ils n'ont pas vraiment la situation en main. Ils ne savent pas vraiment quoi faire chez Ferrari. Donc après, derrière, essaye de trouver une solution. C'est compliqué. La Scuderia, c'est une belle équipe. Mais aujourd'hui, l'organisation, là encore, est peut-être pas fantastique. C'est quand même fou, parce que Silverstone, c'est toujours un circuit, sur les 10 dernières années, où Ferrari s'est plutôt bien comporté. C'est-à-dire que depuis que Ferrari est peut-être un peu plus en difficulté, Silverstone, souvent, ça se passait bien. Ils ont eu des résultats à Silverstone, dans leur histoire Ferrari sur les 10 dernières années. Que ça se passe aussi mal sur un circuit qui leur correspond plutôt pas trop mal, c'est que cette année, on a du mal à trouver la bonne carburation. Alors sur certaines pistes, ils sont très bien. Par contre, sur certains circuits, ils sont nulle part. Là, ce week-end, ils étaient nulle part. Ils récupèrent des points, mais ils profitent de l'abandon de Gasly. Peut-être même que Stroll aurait pu aller les chercher s'il avait pas fait auto-tamponneuse avec Gasly. Et on voit que chez Ferrari, on sait qu'on n'a pas de rythme. La manière dont pilote Sainz, où c'est vrai qu'il tasse un peu en ce moment. Leclerc qui est obligé de faire des caisses en pilotage pour que derrière ça marche pas. La stratégie était pas bonne sur ce week-end. Donc au niveau des arrêts au stand et la voiture ne fonctionnait pas. Pas une grande vitesse de pointe non plus. Avec McLaren qui remonte dans la hiérarchie à la place de Ferrari, je m'inquiéterais aussi. Parce que là, sur ce week-end, ça a quand même été très difficile. Lance Stroll, c'est pas ce qui se passe avec Lance Stroll quand même. Parce qu'il était quasiment meilleur quand il était blessé. Les seules courses où il a été intéressant, Stroll, depuis le début de saison, c'est les courses du tout début de saison. C'est quand il était blessé, c'est quand il était en convalescence. Là, on retrouve un Lance Stroll qui fait des erreurs de pilotage, qui a du mal à être au niveau de son équipier quand même. Alors oui, avec Alonso, il y a toujours eu un écart. L'écart s'est quand même vraiment agrandi là, avec Alonso. Et un niveau de performance qui n'est pas top. Toujours ce côté nonchalant, mais je pense que c'est aussi parce qu'il veut à chaque fois parler en français, alors qu'il ne maîtrise pas bien le français. Donc ça fait un côté nonchalant parce qu'il réfléchit à ce qu'il veut dire et qu'il n'a pas 15 000 mots de vocabulaire dans la bouche.
Mais du côté de Lance Stroll, ouais, c'est encore un week-end qui est difficile. T'es vraiment dominé par Alonso. En plus, Aston Martin ne progresse pas des masses, mais en même temps, quand t'as qu'un pilote au top, quand t'as un écart de performance entre les deux pilotes, c'est compliqué de mettre en place un vrai programme d'évolution qui fonctionne. Et puis, ouais, un niveau qui était pas bon. Un niveau qui était pas bon pour Stroll, donc week-end difficile. J'ai vu qu'il y a des débats qui se demandent est-ce qu'un jour Stroll sera dégagé en Formule 1. Bah, tout dépend la domination qu'a son père sur Aston Martin. Aujourd'hui, son père sur Aston Martin, il contrôle énormément d'Aston Martin. C'est-à-dire qu'au niveau, je pense qu'il doit avoir, enfin au niveau des parts dans l'entreprise, il a beaucoup de parts dans l'entreprise. Mais le jour où les parts dans l'entreprise diminuent, ou si dans le conseil d'administration, on commence à vouloir avoir un deuxième pilote performant, ce serait compliqué de garder Lance Stroll, même si c'est son fils. Parce qu'à un moment, c'est du business, la Formule 1. Et le business, ça demande d'avoir deux pilotes de bon niveau, enfin d'un meilleur niveau. Et puis peut-être que si un jour il y a du lourd qui est sur le marché des transferts, Lance Stroll sera mis en difficulté. Mais là, ce week-end, ouais, c'était pas fou. De toute façon, il était au niveau d'Ocon. Donc Ocon, c'était pas fou. Donc Stroll, c'était pas fou non plus. Perez. Ah, Perez, rien ne va plus. Enfin, en qualif, c'est 5 éliminations en Q1. Si ça avait été Lance Stroll chez Red Bull qui avait fait ça, au bout de 2 courses, on demandait son éviction. Avec Perez, on laisse un peu plus passer, mais c'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi loin en qualif. Là, on voit complètement le pilote qui est pas en confiance, parce que pourquoi il rate la qualif, Sergio Perez? C'est lui qui emmène tout le peloton. Donc voilà, c'est lui qui emmène tout le peloton, et quand il y a une piste qui s'améliore au fur et à mesure, et donc il faut partir dans les derniers pour avoir une piste performante, bah Perez, lui, il n'a pas voulu prendre le risque, et ça, c'est un manque de confiance. Mais même en partant en première position, il aurait dû se qualifier. Il y avait certes une piste qui améliorait beaucoup, mais il passe pas, il y a au moins 5 dixièmes qui perd. Il fait pas un très bon premier secteur, par exemple Perez, sur son dernier tour de qualif. Donc il a du mal en ce moment à aligner 3 secteurs de qualité. Et puis même en course, il fait un bon départ, mais il a du mal aussi à pas avoir de coup de mou dans sa course. Il a vraiment des moments où c'est poussif dans son Grand Prix. Je le regardais un peu attentivement au niveau des chronos sur le côté. T'as des moments, au niveau des intervalles. Alors, je sais bien que c'est un circuit où c'est compliqué de dépasser, mais à des moments c'était vraiment lent en termes de rythme. Voilà, faut un peu prendre du café, quoi. Faut prendre du Red Bull le matin. Je ne sais pas pour Perez, mais c'est quand même compliqué, avec un niveau de performance qui vraiment est en retrait. Donc ouais, faut vraiment améliorer les choses pour Sergio Perez, parce que ça va pas tenir longtemps. Soit c'est Tsunoda, soit c'est Ricciardo qui prendra sa place, mais on peut pas continuer comme ça, et ça va être un vrai problème pour Verstappen, parce qu'il peut pas comparer ses datas avec Perez. Il y a trop d'écart. Quand il y a 1 dixième, 2 dixièmes, tu peux comparer les datas avec ton coéquipier et essayer de travailler dans le bon sens pour améliorer les réglages. Le problème, c'est quand tu as 5 dixièmes depuis 5 courses, tu ne peux pas comparer tes datas. Et même si sur un Grand Prix, imaginons en Hongrie, Perez est dans le match, oui, mais Verstappen se dira, il est dans le match parce qu'il est vraiment au même niveau que moi sur cette course-là, ou c'est parce que je suis très mauvais sur ce Grand Prix? Donc il regardera peut-être pas forcément les datas, donc c'est un vrai problème. Quant à Verstappen, ça me fait un peu penser à Marquez. Quand Marquez était le seul à faire fonctionner la Honda, ça a tenu 1 an, ça a tenu 2 ans, puis au bout de 2 ans, bam, ça s'est écroulé. Et puis maintenant, Honda, ça s'est écroulé sévère. Chez Red Bull, il va falloir régler le problème très vite. Il faut qu'il y ait un deuxième pilote qui soit performant. Si Perez n'est pas capable de se remettre dans le rythme, il faut prendre quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas d'autre solution. Et puis je termine avec Alfa Romeo. La voiture est pas bonne.
Bon, ça, on le savait. Je pense qu'ils le savent depuis le début de saison. Dès les tests de pré-saison, dès le premier jour, je pense qu'ils avaient compris que la voiture n'était pas exceptionnelle. Je me souviens d'une interview d'un des patrons d'Alfa Romeo Sauber avec Julien Febvre. C'était pas la tête des grands jours après seulement une journée d'essai. Alfa Romeo dans une situation vraiment de transition, c'est-à-dire qu'il va y avoir Audi qui va prendre des parts, qui a déjà un peu des parts dans l'entreprise, mais qui va augmenter ses parts dans l'entreprise. Alfa Romeo donc, va disparaître, c'est vraiment Audi qui va prendre le contrôle dès 2024. Audi est en train de se préparer aussi, c'est-à-dire que Audi va arrêter le GT3. Il n'y a plus de pilotes soutenus par Audi en GT3. À la fin de l'année, ça s'arrête. Le programme Dakar pourrait s'arrêter fin 2024 pour se concentrer pleinement sur la Formule 1 parce Audi ne veulent pas se planter en Formule 1 et on voit bien que chez Alfa Romeo cette année on rentre dans une période de transition pendant 2-3 ans. On a un Bottas qui sur le week-end était quand même plus fort que Jumanzou, ces qualifs sont foirés par une erreur qui est quand même une erreur de base en Formule 1 de ne pas garder 1 litre dans les réservoirs d'essence. On sait que c'est un peu la base, c'est une des règles élémentaires que doivent connaître les ingénieurs en Formule 1 et dans d'autres disciplines des sports mécaniques, parce que la règle s'applique également dans d'autres disciplines de sport mécanique, parce qu'on a besoin d'1 litre pour faire les analyses d'essence. Donc forcément, la voiture pourquoi il s'est fait disqualifier des qualifications Bottas, c'est qu'on considère que comme on n'a pas pu faire l'analyse du litre d'essence restant, on considère que donc, comme on n'a pas pu faire l'analyse, l'essence est forcément pas compatible avec le règlement de la FIA, elle n'est pas dans les règles, et donc on disqualifie, vu que si vous avez de l'essence non conforme, c'est disqualification. Et puis, je trouve que oui, ils n'arrivent pas à faire de progrès sur la voiture. Bon, la fin de saison va être difficile parce que je pense qu'on va faire peu d'évolution et on est en train vraiment de préparer l'arrivée d'Audi qui va arriver avec des gros objectifs, mais la Formule 1 c'est pas si facile que ça et même s'ils veulent pas se planter Audi, ils vont peut-être quand même se planter en termes de résultats. On passe au niveau des différents championnats. Je commence avec le championnat pilote. Eh bien, Max Verstappen est en tête avec 199 points d'avance sur Perez. Perez, Alonso, ça se resserre. Ça reste serré parce que Alonso n'a pas réussi à marquer plus de points que Perez. Hamilton revient dans ce match-là. Carlos Sainz, George Russell, Charles Leclerc. Lance Stroll, Lando Norris qui passe devant les pilotes alpines. On a ensuite Esteban Ocon qui est 10e et puis Oscar Piastri qui passe devant Pierre Gasly 12e. Nick De Vries lui n'a toujours pas marqué de points et puis vous voyez l'arrivée de Daniel Ricciardo qui va faire son premier Grand Prix en Hongrie. Du côté du championnat constructeur, Red Bull est en tête largement avec plus de 200 points d'avance sur Mercedes. Aston Martin qui voit quand même Mercedes un peu s'éloigner au niveau du classement. Ferrari qui est 4e mais qui n'arrive pas à se rapprocher d'Aston Martin. McLaren qui est passé devant Alpine. Et puis Williams à égalité avec As 7e. Alfa Romeo 9e et AlphaTauri 10e. Et ça va être compliqué maintenant pour AlphaTauri d'aller chercher la 7e place de Williams. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Hongrie. Ça sera donc le 23 juillet, ce Grand Prix de Hongrie qui s'enchaînera le week-end d'après avec le Grand Prix de Spa avant la pause du mois d'août. Et on reviendra du côté de Zandvoort, ça sera le 27 août. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!